Bonjour, bienvenue donc sur cette conférence que nous organisons Upcycle avec Total Energy pour témoigner de la façon dont on peut déployer des solutions de valorisation des biodéchets à l'échelle d'un grand groupe. Voilà, c'est des questions que vous vous posez sûrement sur Polytech, que ce soit à l'échelle d'une collectivité ou d'un grand groupe. On ne sait pas toujours par où commencer, comment déployer opérationnellement les choses et que ce projet soit suivi de succès selon différents critères. Donc c'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et je suis donc très heureuse de vous présenter Michel Segalovic, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous, donc Michel Segalovic, directeur HSEQ d'Argedis, et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est Argedis. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre fonction quand même, malgré tout? Alors moi j'ai en charge des sujets HSEQ, donc l'hygiène, la sécurité, l'environnement et la qualité, et on a mis la gestion des déchets dans le sujet environnement, donc je suis avec la casquette environnement du sujet HSEQ aujourd'hui. Et Grégoire Bleu à mes côtés. Donc moi je suis président d'Upcycle. Alors Grégoire, est-ce que vous pourriez nous en expliquer un petit peu plus sur Upcycle? Voilà, nous sommes une petite PME, donc peut-être pas encore tout à fait bien connue de tous les gens à Polytech, bientôt j'espère. Oui, bien sûr Maël. Donc le métier d'Upcycle, c'est de trouver des solutions de valorisation bas carbone des biodéchets. Donc on a été créé en 2011. On s'est orienté vers le compostage à partir de 2016 et on s'est dédié exclusivement à cette activité depuis 3 ans. Notre particularité, donc, c'est de travailler sur du compostage électromécanique qu'on fabrique nous-mêmes dans notre usine de Méran en Aveyron. On ne vend aucune machine sans les services d'accompagnement qui vont avec, puisque comme on essaye de faire du bas carbone, l'un des enjeux principaux, c'est d'être sûr que les machines marchent et qu'elles soient effectivement utilisées à pleine capacité. Donc on propose à la fois des services d'études, des services d'installation de matériel et des services d'accompagnement et de formation. On a aujourd'hui des références en établissement, ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi en collectivité, et avec la quasi-intégralité des acteurs du déchet qui nous intègrent en fait dans leurs propres contrats. On travaille en France métropolitaine, mais aussi beaucoup en Outre-mer, et on commence petit à petit l'export. La particularité du projet d'entreprise, c'est qu'on est une ESUS, donc on est une entreprise solidaire. L'enjeu, c'est vraiment de démontrer qu'on arrive à monter des modèles qui sont économiquement viables, tout en ayant une portée sociale et environnementale la plus responsable possible. À travers tout ça, on a bénéficié du soutien de France Relance, on est Green Tech, on a essayé de passer un peu toutes les étapes pour montrer qu'on était, on va dire, une entreprise installée dans le paysage. On se définit absolument pas comme une start-up. On est là depuis 10 ans, on est des acteurs industriels et on espère être là pour le plus longtemps possible. Et Michel Segalovic, si vous vouliez revenir un petit peu sur Argedis, qui n'est pas très connu du grand public. Alors rebonjour à tous, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc Argedis, c'est une filiale de Total Energy, d'accord ? Et Argedis, son métier, c'est d'exploiter les boutiques et les restaurations des stations d'autoroute. D'accord. Donc Argedis exploite 186 stations d'autoroute, donc les grosses stations que vous fréquentez, j'imagine, tous pendant vos vacances ou même pendant vos week-ends. Donc ça représente 186 boutiques, un peu plus de 120 restaurants, des millions de tasses à café par jour et 15 millions de repas complets par an. Donc Total Energy a créé cette filiale pour exploiter ce réseau spécifique qui est dans la famille du travel retail finalement, puisqu'on donne à manger aux gens, on leur sert du café, on leur permet de se restaurer. C'est une grosse PME, un peu plus grosse que la vôtre, mais ça reste une grosse PME de 3000 personnes, puisqu'on travaille sur les relais avec nos propres salariés, avec nos enseignes restauratrices partenaires que vous connaissez, Brioche Dorée, Casino, Croissanterie, Burger King, KFC, tout ça on l'exploite nous-mêmes. Et donc on gère des biodéchets qu'on produit nous-mêmes, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà l'activité d'Argedis. Argedis, c'est la marque employeur. On exploite bien évidemment sous la bannière Total Energy. Total Energy vend son carburant. Et nous, notre métier, c'est de faire du hors carburant, les boutiques, le café et les restaurants.
Très clair. Et c'est effectivement ainsi qu'on comprend quelques chiffres clés que je vais me permettre de présenter. Aujourd'hui, Upcycle et Total Energy et RG10 ont déployé 17 systèmes de compostage de biodéchets donc dans 17 sites en France sur des autoroutes. 10 de ces stations-service compostent des biodéchets pour un volume allant de 30 kg par jour jusqu'à 70 kg par jour. Et 7 d'entre elles compostent des volumes jusqu'à 30 kg par jour. On a 4 stations-service sur lesquelles on a du matériel qui a été installé mais qui est en cours de déploiement et voilà d'installation. Et ce qui est prévu pour 2024, a priori, c'est peut-être encore 14 projets. Je vais terminer cette présentation par un exemple concret d'une vidéo qu'on avait fait avec Total Energy il y a peut-être déjà 1 an et demi, donc vous verrez que c'est encore les anciens logos des stations-service. Étienne Campana, je suis le directeur de la station-service Total du Mont-Saint-Michel. C'est une station-service autoroutière, donc on est une station-service touristique. On fait entre 400 et 500 couverts le midi, 80 couverts le soir. On a des sandwichs, des wraps, on a des burgers également. Les galettes sont un plat régional très apprécié par ici. On peut monter jusqu'à 1000 viennoiseries cuites le matin pour les gros départs. Et nous avons un composteur depuis l'année dernière. Et je suis content de savoir que les déchets de la station sont recyclés et servent. Par le compostage in situ et surtout par le retour au sol du compost produit, Total soutient l'économie circulaire et l'engagement de ses collaborateurs à tous les niveaux. Et nos clients attendent véritablement de nous qu'on contribue de façon très active à la réduction de notre empreinte environnementale. Donc c'est une attente forte et c'est une attente d'autant plus forte qu'on est un grand groupe et dans le domaine de l'énergie. Donc on se doit d'être absolument exemplaire. Les déchets organiques, c'est ce qui est laissé dans les assiettes par les clients. Donc ça peut être aussi bien des produits carnés que des légumes également. Et puis le marc de café, bien sûr. Et toutes nos pertes donc de sandwich et de viennoiserie. Alors au début, les équipes étaient un petit peu réticentes, mais à force d'utiliser le composteur, ils se sont rendus compte que finalement, jeter les déchets au compost ou dans la poubelle, le geste est le même, et plus valorisant exactement. C'est plus écologique, tout simplement, parce que c'est vrai que ça fait de l'engrais pour les agriculteurs. Alors on peut dire que la boucle est bouclée, puisque en termes de transport, on ne peut pas faire tellement moins, puisque là on est distant de 5 km de la station. Nous-mêmes, on réintègre les composts dans un périmètre de 80 km à la ronde. Ça rentre aussi en phase avec notre philosophie, puisque dans le cadre du développement durable, en étant établissement social, je pense que d'avoir un volet environnemental qui est bien abouti permet d'avoir une logique d'intervention dont on est fier. On a cette volonté de faire partie du maillage et de développer le tissu local, c'est certain. On a pour ce faire différentes actions pour promouvoir ce tissu local et le compostage sur site avec une utilisation dans des infrastructures localement, ça va complètement dans le sens de l'histoire et complètement dans le sens de ce qu'on veut faire. Donc, puisque ce test a été concluant et qui nous a également permis de confirmer la réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au traitement des biodéchets, on va maintenant pouvoir se pencher sur les perspectives de déploiement, sur les stations qui produisent un volume de biodéchets important, qui ont suffisamment de place pour accueillir un composteur électromécanique. Et en parallèle, on va tester d'autres solutions pour justement couvrir les besoins de l'ensemble du réseau de stations Total en France. Voilà, donc c'est le parfait lancement pour la suite de cette conférence. Cette fois-ci, on va rentrer justement dans les détails plus opérationnels de ce projet. Comment ça s'est passé concrètement, les relations entre Total Energy et Upcycle. Et donc c'est pour moi le moyen de poser une question à vous, Michel. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les objectifs à l'époque? Donc c'était à peu près en 2020, les objectifs du groupe à l'époque. Donc le projet il est né en 2021 déjà.
Donc le premier jalon et la première obligation, c'est les perspectives de la loi AGEC qui demande aux producteurs et aux collecteurs de biodéchets de les isoler, de les valoriser. Donc d'abord 15 tonnes, puis 10 tonnes, puis 5 tonnes et au 1er janvier 2024 dès le premier gramme. Ensuite, c'est aussi l'ambition, ça a été dit dans le film, d'améliorer notre bilan carbone et de mettre le moins de camions possible sur la route pour transporter ces déchets. Et enfin aussi, c'est d'essayer localement de contribuer au tissu économique, social. On y reviendra. Donc, notre obligation, traiter les biodéchets. Il y a plusieurs solutions. On les a toutes étudiées chez Total Energy. Soit les faire collecter, donc ça veut dire fabriquer des chambres froides sur site. Ça veut dire faire venir des camions dédiés. Ça veut dire traiter hors site ces biodéchets. Le bilan carbone est très mauvais de cette solution. Et le bilan économique est aussi pas très bon puisqu'il faut de toute façon construire et transporter. Ensuite, il y avait d'autres solutions technologiques de traiter sur place avec par exemple des séchoirs, faire du séchat ou bien des biodigesteurs fiers de, je ne sais même plus comment on appelle la matière, du séchat aussi. Ce produit mérite aussi ou demande d'être transporté de toute façon. Donc on s'est dit transformer sur place pour retransporter, c'est pas la bonne solution non plus. Donc c'est là qu'on a poursuivi notre étude et on a rencontré Upcycle qui nous a proposé des solutions de compostage sur site pour laisser la matière sur site, ou du moins autour de la station. Donc on a fait des tests, le Mont-Saint-Michel est le premier exemple. Donc le Mont-Saint-Michel, c'est plus de 16 tonnes de biodéchets par an, entre le marc de café, les périmés alimentaires ou bien les périmés de la boutique. On a sorti du compost de bonne qualité, qu'on a fait normer. Donc ça nous donne le droit de le mettre à disposition des clients ou même de le vendre. On a décidé de le mettre à disposition des clients gratuitement via un distributeur de compost et aussi d'en faire profiter l'association locale qui parle dans le film pour fertiliser ses propres zones, mais aussi sur certains autres sites de fertiliser nos espaces verts, puisque dans les stations-service, on a des espaces verts. Donc c'est aussi un débouché local. Quand nos clients ne prennent pas tout le compost qu'on produit, finalement, on l'étale nous-mêmes dans notre espace vert. Donc il n'y a pas de camion, il n'y a pas de transport, il y a du matériel, il y a un peu d'accompagnement au changement, on y reviendra. Mais du coup, la matière qui est générée sur place est transformée sur place et utilisée sur place. Et justement, je pense qu'avant d'arriver à cette expérimentation sur un site, il a fallu quand même mener un certain nombre d'études, d'audits et de vous, déjà sur le papier quelque part, vous écrire un projet technico-économique sur lequel vous puissiez vous avoir déjà des jalons. Comment on a procédé du coup, Grégoire ? En fait, on a tous une certaine résistance au changement. Donc la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de changer ? Évidemment, quand on pose cette question à l'échelle d'un groupe, il faut être capable d'énormément factualiser le est-ce que ça vaut le coup et on peut tous témoigner du temps qu'on y a passé pour effectivement faire passer ce cap. Donc nous, on a construit des outils hyper concrets, des outils d'analyse économique, des outils d'analyse environnementale, pour très clairement, station par station ou hôtel par hôtel, pouvoir dire le coût actuel il est ça, le coût projeté il est tel, et donc on aura effectivement un gain, on aura un iso-coût, on aura une perte, et on peut arbitrer comme ça librement de la bonne décision locale, station par station. Et en face de ça, on met aussi l'empreinte environnementale, parce que quand on s'acharne à faire les solutions les plus performantes environnementalement possibles, il faut le mettre en avant. En l'occurrence, on arrive à réduire quand même de 96% l'empreinte carbone de la gestion du biodéchet, donc c'est pas négligeable. Et donc en face de ce coût économique, on met une opportunité environnementale, mais parfois un méthaniseur hyper local sera la solution la plus pertinente, y compris environnementalement, parce que mettre un équipement, ça ne vaut le coup que si jamais c'est encore une fois la meilleure solution environnementale. Donc nous on y va sans idée préconçue et avec ces analyses-là qu'on co-construit avec les connaissances métiers de nos clients pour les adapter et pour être sûr qu'eux-mêmes puissent porter le dossier devant leur direction et que la direction leur donne l'autorisation d'expérimenter, de prendre des risques parce que ils vont avoir l'idée tangible que ce risque-là peut porter un gain économique ou un gain écologique très significatif. Une fois qu'on a fait ça, on porte sur l'expérimentation. Et là, mon témoignage serait principalement de vous expliquer, de super bien définir ce qu'est une expérimentation. Parce que le réflexe qui consiste à dire ça marche pas, en fait, généralement ça dépend du dernier qui a parlé.
Alors là, on cherche à prendre une décision rationnelle. Donc on a eu des échanges assez précis sur on attend un taux de réduction de matière de temps. Vous avez le droit à tant de temps de travail, vous n'avez absolument pas le droit d'augmenter la pénibilité, donc tout ce qui est démarche de mouvement, de gestes et postures, il faut que ce soit extrêmement travaillé. Il ne faut évidemment pas faire prendre de risques sécurité, on est quand même sur des stations-service avec des enjeux sécurité extrêmement importants, et donc on a dû trouver comment intégrer notre produit et nos plateformes dans l'environnement de contrainte, et c'est à ça que sert l'expérimentation. On a mis à peu près 3-4 mois à la stabiliser parce qu'au début en fait on se comprenait pas toujours très bien et c'est normal et on prévient toujours nos clients qu'au début on fait connaissance et donc il y a cette confrontation de monde et au bout d'un moment, et c'est exactement ce qu'explique le directeur de la station, c'est au début c'était un peu dur et puis après on a trouvé notre rythme. Et j'étais encore sur une station la semaine dernière et la personne m'a exactement fait le retour, maintenant on a trouvé notre rythme et c'est bien ça qu'on cherche à faire et ça permet du coup d'avoir des échos positifs en interne et donc de permettre un déploiement. Et donc ensuite, chez Upcycle, on accompagne au déploiement, mais avant ça, est-ce qu'on explique un petit peu ce tableau ou... Ce tableau, c'est une reprise des objectifs. Donc, c'est une matrice qu'on a développée en interne qui explique station par station quel est le bilan économique et quel est le bilan environnemental du choix qui peut être fait entre du compostage en bac bois, du compostage électromécanique, du compostage en collecte. Alors maintenant, si on vient sur le déploiement opérationnel des choses, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Michel, justement comment, à l'échelle d'une compagnie comme Total Energy, on arrive à peut-être imposer, ou en tout cas comment on essaye d'embarquer chaque site qui a son propre mode de fonctionnement avec son directeur, ses équipes, comment ça se passe? Bon, ça a été un peu dit, c'est pas facile du tout, on peut se le dire au début, mais que ce soit pas facile au début, c'est pas très grave. Si c'est plus facile en ce moment, et encore des difficultés, mais on a des opérateurs en station-service qui sont des agents d'entretien qui avant prenaient les poubelles, toutes les poubelles, toutes dans le même bac et c'était embarqué par nos partenaires du Bensi pour pas les citer. Donc c'était un métier depuis des dizaines d'années où les gens faisaient la même chose, ne triaient pas et jetaient les restes alimentaires aux ordures ménagères. Donc on leur a dit, non, en fait, il va falloir réfléchir, il va falloir trier, il va falloir valoriser, il va falloir même s'occuper des machines qui sont le plus autonomes possible, mais il y a quand même quelques gestes à faire. Et là, on a été agréablement surpris par certains opérateurs en station qui se sont montrés intéressés par la démarche. Ça leur a donné du sens à leur métier. Ça leur a demandé de réfléchir, enfin de peser chaque geste. Et donc certains, j'ai bien dit certains, c'est pour ça que dans les stations-service, tout le monde ne peut pas être gestionnaire de la plateforme et des biodéchets, mais il suffit d'avoir 1, 2, 3 maîtres composteurs, je sais pas, le terme est parfois galvaudé, mais personnes qui s'intéressent au sujet, et donc ça leur donne du sens, ça leur donne de l'intérêt. Et Total Energy, quand on leur a dit, on va fabriquer du compost sur place et on va le donner à nos clients. Donc notre maison mère a très bien accueilli le sujet et nous a donné les capacités d'investir dans du matériel à grande échelle puisqu'on parle de 120 restaurants à terme, hein. Donc c'est pas un petit projet. Donc ça a bien été accueilli par la maison mère qui nous a dit allez-y, et ça a bien été accueilli par les relais. Mais ça demande beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement, et c'est là où vous nous avez très bien accompagnés. En interne, chez RG10, il y avait 0 connaissance et 0 ressources sur le sujet, on peut le dire. Alors maintenant, on s'y connaît, mais au début, on s'y connaissait pas beaucoup. Et donc c'est là que c'est agréable d'être accompagné par des gens qui connaissent le sujet, qui font pas que livrer du matériel, mais qui forment les équipes sur place, qui à distance monitorent le produit, qui font envoyer des photos du compost par Snapchat pour savoir s'il est bon à être... parce que ça se passe comme ça dans la vraie vie, la machine elle fait pas tout non plus. À un moment donné, il faut observer la matière qu'on produit avant d'aller la faire normer et avant d'être sûr qu'on peut la mettre dans la nature, c'est le cas de le dire. Voilà, donc début pas difficile, mais début qui demande beaucoup d'accompagnement. Par contre, une fois que c'est parti, une fois qu'on a trouvé la bonne recette, et une fois que la production est lancée, ça fonctionne bien. Mais il y a eu aussi des difficultés. Il fallait trouver du structurant. Bon, mais le structurant, il ne tombe pas du ciel, le broyat. Le structurant, c'est le broyat. Hein, c'est la matière qu'on ajoute en plus des déchets alimentaires. Donc, il a fallu aussi se structurer, et vous nous avez aidés pour trouver des ressources pour donner du structurant, donc du broyat,
à ce biodéchet pour qu'il produise du compost de qualité. Donc ça, c'était des sujets qu'on n'avait pas imaginé adresser au début. Donc c'est plein de petits sujets qui s'additionnent et vous nous avez parfaitement accompagnés sur le sujet. Et donc cet accompagnement, il a quelque part réussi à pallier au fait que vous vous êtes retrouvés sur chacun des sites avec un petit peu plus de charge mentale quand même, il faut se le dire, parce que forcément, là où avant on mettait dans une poubelle, on s'en occupait plus, là, ça fait des tâches en plus à penser, il faut penser à se faire livrer du broyat. Est-ce que le fait de notre accompagnement, ou est-ce que le fait que ce soit un geste perçu, j'imagine quand même assez rapidement comme bénéfique, ça contribue aussi beaucoup à lever ces premières barrières? La charge mentale, non, une fois que les gens ont pris le pli, qu'ils ont compris l'intérêt et que ça a mordu, si j'ose dire, au sujet, on a même des opérateurs en relais qui ont dit avant de le donner au client, est-ce qu'on peut le prendre pour chez nous, le compost? Bon, mais quand les gens ils ont dit ça, je savais qu'on avait gagné le sujet parce qu'ils voient qu'ils créent de la matière et qu'ils préfèrent la ramener chez eux. On leur donne évidemment. Donc c'était des bons retours qu'on a eus. Quand quelqu'un dit je crée de la matière et je vais en bénéficier moi-même, c'est un bon indicateur aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par le sujet, mais c'est pas grave en fait. Il suffit qu'il y ait quelques opérateurs sur le relais qui sont intéressés par le sujet et le D70 il tourne tout seul quasiment une fois qu'on l'a bien réglé. Et le Raidan un peu plus d'accompagnement, mais une fois qu'on l'a bien réglé, il fonctionne bien aussi. Donc c'est pas une charge au final, c'est pas une charge. Voilà. Très bien. Et d'un point de vue upcycle, donc nous on est une petite PME, hein, c'est vrai que aller se mettre au service d'un client qui a les exigences d'une grande compagnie avec un nom aussi important que celui de Total Energy et de RG10, pour nous c'était un gros challenge, je crois qu'on peut se le dire. Qu'est-ce que ça a changé chez nous comme mode de structure ou comme mode de réponse? Comment on y a répondu? En fait, on a eu la naïveté de croire que passer l'expérimentation, on avait fait le plus dur. Mais en fait, c'est pas vrai. Le plus dur pour nous, l'expérimentation, on peut mettre des ressources très importantes dessus, c'est pas très grave. Le plus dur, c'est le déploiement. Et là, on a tous les services d'Argedis qui viennent vérifier toutes les pratiques. Et on s'est dit, bon alors, soit on se laisse effondrer par ça, soit on s'appuie là-dessus pour se professionnaliser. Et donc typiquement, j'ai souvenir d'instructions, de procédures qu'on a dû mettre en place. Et c'est les procédures qu'on a du coup déployées pour tous nos clients. Pareil pour toutes les vérifications sécurité, on a pu en fait améliorer la sécurité globale de l'ensemble de nos sites clients grâce finalement à l'expertise. Donc au lieu de le voir comme un nouveau niveau d'emmerdement, on se dit en fait on a un niveau d'exigence qui monte et qui est du coup très très rassurant, y compris pour des sites qui n'ont pas du tout ces niveaux d'exigence. Je pense notamment à beaucoup de campings ou d'hôtelleries qui sont pas du tout à ces niveaux de conscience dans la sécurité, gestes et postures. Et ils bénéficient de tout ça, ils bénéficient de tous nos avertissements. Et l'autre clé, c'est de dédier des personnes à la bonne compréhension et à la bonne connaissance des clients. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà dû facturer Total Energy, mais il faut une excellence opérationnelle pour le faire. Et nous, on a une personne qui est devenue spécialisée dans l'accompagnement des stations et de la formation des opérateurs jusqu'à des choses très très pragmatiques comme la facturation. Oui, c'est vrai qu'il a fallu se structurer en interne et que en fait, du coup, ça nous a permis d'identifier le fait que oui, il faut des chefs de projet en fait pour accompagner ce type de projet, parce que oui, il faut un interlocuteur dédié qui a à la fois la capacité de gérer les personnes groupe et aussi les personnes sur chaque site avec chacun leurs besoins, chacun leur réponse quoi. C'est pour ça que nous on s'est structuré aussi beaucoup sur ce désir de qualité d'accompagnement qui pour nous était clé en fait assez vite, je pense. En fait, on s'est inspiré de ce qui fait dans le logiciel. Dans le métier du logiciel, vous avez des gens qui sont des CSM, qui sont chargés de l'expérience client et qui sont chargés d'optimiser en fait le taux d'occupation du logiciel. Et nous, on a répliqué cette mentalité-là sur la partie composteur et on a Théo en l'occurrence qui est là, qui est chargé d'optimiser le taux d'utilisation et en fait qui lui regarde combien de temps la machine est disponible, est-ce qu'elle est utilisée à pleine capacité et qui est dans ce dialogue permanent pour être sûr d'avoir une expérience, ce qui permet après à Michel de convaincre des nouveaux sites de pouvoir exporter la connaissance. Et l'autre point, c'est un point plus interne à l'entreprise, c'est que nous, on a voulu monter un projet industriel à partir de ça. Et c'est vrai que si on passe pas par quelques grands comptes qui vont structurer le carnet de commandes, c'est extrêmement dur de pouvoir convaincre des financeurs et de pouvoir oser franchir le pas de monter nos propres capacités industrielles. Donc aujourd'hui, on a un site qui est en Aveyron, qui fait 3000 m², qui doit travailler peut-être à 5 ou 7% de son temps pour Argedis, mais c'est du temps qui est sécurisé et qui permet de développer une ambition et d'aller au bout de l'ambition du projet Upcycle.
Donc on va essayer de se garder un temps pour vos questions, mais je pense qu'on peut quand même faire un premier bilan de ce projet. Voilà. Michel, vous me disiez que c'était un projet qui répond aux besoins identifiés dès le début. Oui, comme je disais en introduction, avec ces solutions-là, on répond à la loi d'abord. Il faut essayer de partir de la base. On répond à la baisse de notre bilan carbone, à son amélioration, et on répond à localement aussi faire bénéficier des clients, des salariés, des associations locales d'un compost de bonne qualité. Alors c'est vrai qu'on l'oublie un peu, on vous a beaucoup embêté au début, c'est vrai qu'on l'oublie, mais le matériel initial, il était adapté à certaines stations, mais pas à toutes. Donc l'agilité d'Upcycle, ça a été aussi de trouver un nouveau composteur, plus petit, de le faire venir d'Angleterre, enfin, je ne sais pas si je peux dire tout ça, mais de le fabriquer après eux-mêmes, tout seuls, sur place. Et puis là, je vais les embêter parce que aussi, il n'y a pas que RG10 dans la compagnie, il y a aussi 2000 stations en France qui génèrent aussi du biodéchet, peut-être à plus petit volume, mais pour lesquels il faudra trouver des solutions adaptées. Toutes nos aires, toutes nos stations-service ne peuvent pas accueillir le gros des 70 qu'on a vu sur place. Donc on va continuer à travailler ensemble et c'est intéressant de travailler avec une structure agile face au gros mammouth Total Energy parce qu'ils nous trouvent des solutions opérationnelles et moi j'arrive à les vendre en interne. Parce qu'il y a vendre à ses clients, il y a vendre à ses opérateurs, mais il y a aussi vendre à la compagnie pour qu'ils nous libèrent du CAPEX. Et quand on parle à des gens dont leur métier historique, c'est de faire des trous pour mettre des cuves et pour vendre du carburant, même si c'est en train de changer en ce moment, créer du compost, c'est à des années-lumière de certains ingénieurs construction qui n'avaient pas cette habitude-là. Donc maintenant, ils l'ont prise. Quand ils font un plan de station, ils délimitent à quel endroit on met le composteur, à quel endroit on met les bacs de maturation, comment on vient le chercher. Et ça a été beaucoup de travail aussi, de structuration interne à la compagnie Total Energy. Et c'est aussi un succès, je le dis, parce que faire des nouveaux projets dans des grosses boîtes comme la nôtre, c'est pas tous les jours qu'on fait des vrais nouveaux projets. Aujourd'hui, il y a les RVE avec les installations électriques partout en France. Mais à moindre échelle, cette petite histoire de compost, ça a été une nouveauté aussi forte en interne. Et c'est un nouveau sujet, c'est intéressant d'avoir des nouveaux sujets aussi. Mais alors justement, je me suis toujours demandé, vos clients qui vont faire leur plein de soit d'électricité, soit de carburant pour leur voiture, ils arrivent, ils peuvent faire le plein de compost. Vous avez des retours de... Alors là, on n'a pas vu sur l'image. Donc on a des distributeurs à compost, qu'on appelle bar à compost, avec des petits sachets. Vous en avez un pas loin d'ici, à Communé Sud. Je sais pas, on n'est pas très loin. Voilà, faites votre plein. Dès que le compost est maturé, on le met à disposition des clients. Et on est surpris, même en région parisienne, les distributeurs se vident assez vite. Et les gens ont vite compris, en fait, parce que c'est expliqué. Et pareil, il ne faut pas que tous les clients en prennent. Mais si ne serait-ce qu'un client sur 10 ou un client sur 20 qui se sert, nous, ça nous fait baisser notre stock. Et ça fait des clients satisfaits. Donc, ça fait partie des bonnes surprises de l'expérimentation. Et je ne vais plus parler d'expérimentation. C'est des bonnes surprises de l'aventure. Voilà. Et un deuxième retour d'expérience pour lequel je suis curieuse, c'est les directeurs des stations-service. Eux, quel est leur ressenti, ceux qui sont parmi les plus anciens? Quand ils ont compris, quand ça fonctionne et quand leur compost est enfin normé, j'ose dire, ils sont fiers de pouvoir mettre à disposition de leurs salariés, de leurs clients. Ils sont fiers aussi finalement de faire baisser leur tonnage à remporter du relais, on peut le dire, hein, parce que la tonne transportée, elle a un coût pour le directeur de station qui est patron de sa petite entreprise. Hein. Donc quand ses coûts baissent, qu'il a 10, 15, 20 tonnes à transporter en moins par an, il peut l'utiliser à faire autre chose ou bien tout simplement il peut améliorer la rentabilité de son relais. Donc il y a aussi une dimension économique parce que c'est pas lui qui paye le CAPEX, lui il exploite. Donc les coûts d'exploitation sont largement payés par les économies de camions qui sont pas sur la route. Donc quand il a compris tout ça, c'est une histoire qui fonctionne bien. RG10 estimé, c'est plus de 1000 tonnes de biodéchets par an sur tout le réseau. Je vous laisse faire le calcul. À la tonne transportée, à l'arrivée, en fin d'année, ça fait quelques euros. Voilà. D'accord, très clair. Grégoire, de ton côté, quel est le bilan à partager?
On se demande, moi je suis marin, et quand on part quelque part, on se demande toujours est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que j'ai le niveau. En réalité, la question c'est plutôt est-ce que je vais être capable d'assumer que tout ne se passe pas comme prévu, parce que s'il y a une certitude quand on s'aventure dans ce genre de projet, c'est que tout ne se passera pas comme prévu. Donc si vous avez une organisation qui est capable d'accepter ça et de le vivre comme une expérience apprenante, et ben dans ces cas-là, il n'y a aucun problème pour vous aventurer dans des projets avec des grandes ambitions, comme des projets de compostage sur place. Donc nous, c'est ce qu'on en retient, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la difficulté, il ne faut pas avoir peur de l'ambition non plus, et qu'il faut s'appuyer là-dessus pour justement faire grandir sa propre entreprise. Et je crois que c'est ce qui a permis cette collaboration. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment qu'on avait prévu pour pouvoir y répondre. Donc, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on a été tellement clair? Merci pour votre intervention. Par rapport au bilan carbone et même au coût économique, est-ce que vous avez des chiffres sur ce que ça a permis d'éviter? Est-ce que ce serait possible que vous vous présentiez avant, comme ça on peut vous répondre en sachant à qui on parle? Alors, je m'appelle Baptiste Vicard du réseau Compost Plus. Donc nous, on accompagne les collectivités à mettre en place des systèmes de collecte de biodéchets. Mais là, ma question du coup, c'était en termes de fréquence de collecte des ordures, etc. Est-ce que ça vous a permis de réduire la fréquence du coup sur les OMR, etc. d'avoir ça? Alors, j'ai tendance à dire mécaniquement oui, puisque sur un relais comme le Mont-Saint-Michel, les biodéchets, c'est à peu près 15 à 20% du volume global des déchets. D'accord? Donc quand il y a 15 à 20% des tonnages qui ne sortent plus du relais mais qui restent sur place, ça fait diminuer mécaniquement de 15 à 20% les collectes d'ordures ménagères, puisqu'avant, ce biodéchet, il était mélangé aux ordures ménagères. Donc les poubelles d'ordures ménagères ou de déchets industriels banaux, selon comment on les, se remplissent moins vite, au rythme de 15 à 20%, dans la mesure, si on capte 100% du biodéchet. Notre travail aussi, c'est de faire capter le maximum de biodéchets et qu'il y en ait le moins possible qui se perdent en route. Donc oui, pour répondre à votre question, ça fait baisser mécaniquement le tonnage collecté. Ça répond à votre question ? Alors en termes de fréquence, de passage sur les relais, vous voulez dire? Alors on a une activité très saisonnière sur autoroute, donc les conteneurs d'ordures ménagères ou les bennes, en plein été, il y a deux levages par semaine et 2 passages par semaine. Et en hiver, il n'y en a qu'une. Et puis on est facturé à la tonne, on va se dire les choses tranquillement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le tonnage qui baisse. Donc en termes de fréquence de passage, il baisse mécaniquement, mais il baisse de 15 à 20% mécaniquement aussi, puisque en pleine saison, on augmentait les passages pour faire face au flux de déchets générés par une station d'autoroute qui est très saisonnière l'été. Donc ça a soulagé nos partenaires aussi, collecteurs. Alors ça leur fait perdre un peu de tournée aussi, mais ça les soulage aussi en pleine saison. Oui. Pardon, madame. Bonjour, Karine Touré, société d'autoroute APRR. Je voudrais savoir, dans les 30 kilos par jour que vous collectez, c'est bien ça, dans les chiffres, quelle est la part alimentation client de la cuisine, de préparation? Alors, je me permets juste de préciser sur le volume. Il y a des stations-service qui ont jusqu'à 30 kilos par jour, d'autres qui ont jusqu'à 70 kilos par jour. Il se trouve qu'il n'y a pas plus pour l'instant, mais... Ouais. Et donc voilà, quelle est la répartition entre collecte par le particulier, le client qui circule et vos cuisines, en fait, votre exploitation? Donc, au début du projet, on a fait analyser par Upcycle, qui est allé sur le terrain et qui a pesé dans la vraie vie les biodéchets en fonction de là où ils venaient. Parce que la profession donne des estimations. Une assiette moyenne de fast-food, c'est X biodéchets. Une assiette moyenne de restauration assise, c'est X. Et donc, on voulait le confronter à notre modèle qui est un peu différent de la restauration. Donc, les 3 catégories de nos biodéchets, finalement, notre premier biodéchet, c'est le marc de café en poids. C'est 7 grammes par café. C'est une problématique, je peux vous le dire, parce que parfois, ça sature aussi les composteurs. Donc, la première famille, c'est le marc de café. Mais c'est un biodéchet, on n'a pas le droit de le mettre à la poubelle. La deuxième famille, c'est les restes de la production alimentaire.
C'est-à-dire qu'on fabrique les sandwichs, il y a toujours de la perte. Là, il y a même 4 familles. La troisième, c'est les périmés de la boutique, quand nos produits industriels, nos sandwichs industriels, les donuts, les Sodebo, etc., arrivent à la date et qu'on ne les a pas vendus, ça devient du biodéchet. Et enfin, en dernier, c'est ceux naturellement laissés par les clients. C'est leur pot de banane du pique-nique, leur sandwich qu'ils n'ont pas fini, qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, mais c'est une toute petite part en fait. Et on va avoir du mal, on peut se le dire ensemble puisqu'on est dans le même bateau, à capter le fameux fond de panier de pique-nique du client qui est sur le parking, quoi. Même si on devrait le capter, mais quand on a fait toutes nos mesures, c'est un volume tellement faible que concentrons-nous sur bien collecter, isoler les 3 premières familles que j'ai dit. Après, dans nos bâtiments, il y a des tables de tri, il y a des poubelles de tri où les gens pourront faire le geste volontaire de jeter la fameuse peau de banane qui vient de la maison. Mais sur les parkings et sur les aires, pour l'instant, on n'a pas pris la décision de mettre partout des points de collecte de biodéchets parce qu'ils seraient pollués par le reste. Et pour aller chercher finalement tellement peu de volume qu'on y perdrait du temps et de la qualité du gisement pour les autres gisements. Parce que déjà le biflux il est compliqué, vous le savez, donc si on commence à faire du triflux hors des bâtiments, on va polluer notre biflux en fait. Donc pour l'instant on se concentre sur les bâtiments et sur ce qu'on maîtrise. Ça veut dire que votre matière première est très propre? Exactement. À notre biodéchet, il est 100% issu de biodéchets parce qu'il est pas pollué par les clients. Et les quelques déchets qu'on reçoit dans nos tables de tri, l'agent d'entretien, de toute façon, son job, c'est de regarder ce qu'il prend. Et si c'est n'importe quoi, il va pas faire le tri à la main, hein, il le déclasse en amont. Donc ce qui va dans le composteur, c'est toujours maîtrisé et c'est toujours 100% de biodéchets, d'où la qualité du compost qui sort finalement. Je crois que je peux me permettre de le dire. Aujourd'hui, 100% des composts issus des composteurs de tous nos clients en établissement est normé, utilisable en agriculture biologique, avec 0 élément trace métallique, 0 élément de polluant de type plastique ou choses comme ça. Donc on a vraiment, par rapport à du compostage industriel, c'est le jour et la nuit d'un point de vue qualité des composts qui sortent, même quand il y a du grand public qui intervient dedans. C'est très très étonnant et c'est tout simplement dû à la petitesse des gisements qu'on va capter. Quand on massifie pas des grands gisements mais qu'on les traite comme ça de manière très très précise, on peut identifier la personne qui est à la source de la pollution du gisement, lui dire tranquillement et ça s'auto-corrige très 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 bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à venir dans la salle. Moi, je me posais du coup une dernière question, j'en profite. Est-ce que, du point de vue d'un grand groupe, le temps de déploiement qu'il a fallu entre les premiers audits qu'on a fait, je pense peu ou prou après le confinement, il me semble, et là aujourd'hui on est sur une phase d'expansion consolidée, on va dire ça comme ça, puisqu'on double le nombre d'établissements finalement déployés l'année prochaine. Est-ce que à l'échelle d'un grand groupe, c'est le rythme que vous qualifieriez de oui? Voilà, c'est un bon rythme ou c'est un rythme un peu lent ou c'est rapide? En réalité, pour Upcycle, c'est le bon rythme. C'est le bon rythme parce que s'il a fallu déployer 160 stations en 6 mois, on ne serait plus là pour en parler. Hein. On serait en apoplexie en train de trembler sur le sol. Voilà. Il faut des temps d'apprentissage. Et en fait, c'est pas du tout la même chose de déployer une expérimentation que de déployer 10 sites, que de déployer 20 sites pendant 3 ans. Donc on est plutôt parti avec Michel sur le fait de déployer 20 sites par année, qu'on peut ajuster à plus ou moins 10 sites. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus maîtrisé que des grands déploiements globaux pour une entreprise comme nous en tout cas. Ça vous paraît être le bon rythme, vous aussi, à votre échelle? Non, mais nous, on est exploitant à Argedis, c'est assez agile finalement en filiale. Donc moi, je trouve que ça va trop lentement, mais c'est pas la faute à Upcycle, c'est la faute à notre grosse machine. Et finalement, d'aller au rythme assez lent ou assez progressif, ça a permis justement d'apprendre, ça a permis de vous structurer, ça a permis de pas couler, ça a permis de plein de bonnes choses finalement que vous avez citées. Donc l'important c'est l'arrivée. Si on a mis 3 ans à le faire plutôt que 2 ans, c'est pas très grave. Nous on a un gros souci de standardisation quand même pour le réseau. Donc on peut pas s'étaler sur une campagne qui dure 5 ans. Parce que ce qu'on attend au Mont-Saint-Michel, moi je le veux à Alençon-de-Provence ou à Bidart ou à Toulouse. Donc c'est là qu'il y a une petite frustration où c'est assez lent dans le développement.
Mais à l'arrivée, on va y arriver et dans 2 ans, on aura fini le programme. Donc la vitesse est bonne en fait. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui nous écoutent dans le public et qui sont peut-être, dans des grands groupes et ne savent pas par où commencer et sont un peu peut-être atomisés par la masse à traiter, peut-être, est-ce qu'il y aurait un bon conseil, c'est-à-dire, on peut accepter un rythme qui est le nôtre, on n'est pas obligé tout de suite d'imaginer gérer les 3000, 10 000 tonnes, mais plutôt procéder étape par étape. La réglementation était là pour le coup bien faite puisqu'elle, par palier, elle était de plus en plus exigeante. Donc on court un peu derrière, mais le législateur quand même a prévu des paliers pour pas faire une course effrénée au traitement des biodéchets. On est curieux de ce qui va se passer en 2024, puisque là, c'est pas que les gros qui vont être concernés, mais tous les producteurs de biodéchets dès le 1er gramme. Donc on va aussi courir, je le disais tout à l'heure, avec des petites solutions. Mais on a suivi la réglementation qui était progressive, donc pour le coup, ça nous allait bien. Ok, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on arrive à la conclusion. Donc nous, en fait, on sera présent avec Michel sur notre stand Upcycle, donc qui est juste au bout de l'allée là. Donc c'est B097, voilà précisément le numéro de notre stand. N'hésitez pas à venir nous voir. Michel peut-être acceptera de vous montrer en direct comment fonctionnent nos machines, voilà. Et puis bah voilà, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. Merci à tous. Merci à tous.